Et c'est les pieds sur terre, l'heure des pieds sur terre en compagnie de Jean-François Strouf. Bonjour Jean-François. Bonjour Léa. Et aujourd'hui Jean-François, vous vouliez nous parler de deux sujets. Ce sont deux sujets qui vous tiennent à cœur. On en avait déjà parlé dans les semaines, les mois, les années précédentes. Et c'est vrai que ce sont deux éléments très, principaux, essentiels dans le thème de l'environnement. D'abord les éoliennes. Alors là, il y a pas mal de choses à dire. Et puis ensuite, l'obsolescence programmée qui, moi, me rend nerveuse. Hein. On va voir ça de plus près. Absolument. Ce sont les deux sujets qu'on va aborder. Évidemment, avec l'inauguration du premier parc éolien offshore au large de Saint-Nazaire par le président de la République, ça crée un sujet. Et c'est là qu'on s'aperçoit, en lisant un peu sur les réseaux sociaux, la totale méconnaissance des éoliennes offshore de nos compatriotes. Ils ne savent pas grand-chose dessus. Il y a beaucoup de mythes qui courent, beaucoup de fake news qui courent sur les éoliennes offshore. En tout cas, la polémique, elle est réelle. Elle est réelle, mais elle n'est pas si importante que ça. Par exemple, j'ai fait un petit tour d'horizon des infos disponibles. Le document de référence cité par Greenpeace, c'est très important. Cité par Greenpeace, c'est celui produit par France Nature Environnement qui fait des scopes sur un certain nombre de sujets. Et là, ils ont fait le Éoloscope Offshore, c'est-à-dire un document de travail où tout figure sur les éoliennes. Donc, certaines infos proviennent de l'ADEME, d'autres de Greenpeace. Donc, une éolienne offshore permet de convertir la force du vent en électricité. Ça, c'est la base. Un parc éolien offshore doit être raccordé au réseau électrique. Ça n'a pas l'air évident, mais sinon, ça ne marche pas. Ça ne sert à rien. Et à terre, pour acheminer l'électricité produite auprès des consommateurs. Cela se fait par l'intermédiaire du poste électrique en mer relié aux différentes éoliennes. Il y a une sorte de gros câbles qui captent sous terre, exactement. Il faut avoir la curiosité d'aller sur Internet, sur un moteur de recherche, et vous allez voir les câbles. D'ailleurs, ils ne sont pas si gros que ça. C'est très étonnant. Mais alors, il y a plusieurs couches, évidemment. Et puis, de protection, enterrés. Et ensuite, ils sont reliés à d'autres câbles qui, eux, sont des câbles terrestres, c'est-à-dire des câbles qui vont rejoindre un système d'alimentation. L'énergie produite par les éoliennes est transportée donc par des câbles sous-marins enfouis ou déposés sur les fonds, du poste électrique en mer au poste de raccordement à terre. Rien de plus logique. Alors, moi, je me demande toujours, il y a des câbles qui relient sous l'Atlantique, il y a des câbles qui relient les continents. C'est quand même fou, toute cette technologie déployée, c'est incroyable. Donc, il se passe beaucoup de choses sous la mer, notamment au niveau électrique. On entend des nouvelles un peu bizarres sur un sabotage d'un gazoduc également en mer avec une énorme fuite. Donc tout ça veut dire que les gens qui pensaient que la mer était un lieu calme où il se passait rien et que en y mettant des éoliennes, on allait violer quelque chose en contraignant la mer à accepter du matériel et tout ça. Mais il y en a déjà depuis longtemps, des plateformes. Et puis s'il n'y en avait pas, ça changerait beaucoup nos vies. Donc là, les éoliennes, revenons à ces éoliennes marines. Est-ce qu'elles produisent beaucoup de CO2 ? Alors ça, c'est une question essentielle. Est-ce que finalement, les éoliennes, ça produit tellement de CO2 que ça sert à rien parce que ça lutte pas contre le réchauffement climatique. Donc c'est ça en gros la question. Oui, le bien d'un côté serait compensé par le mal de l'autre. Voilà. Alors une éolienne n'émet pas de CO2 lorsqu'elle produit de l'électricité, mais il faut tenir compte de ce qu'on appelle l'analyse de son cycle de vie. Parce que son empreinte carbone en amont, lors de la fabrication et du transport, et en aval, lorsqu'on la démantèle et qu'on la recycle, donc ça produit à ces moments précis, pas durant la vie de l'éolienne, mais avant et après, le CO2 nécessaire à son transport, aux efforts faits par les équipes techniques de montage et de démontage. Mais là, ça va être difficile d'annuler, mais selon une étude de l'ADEME,
Donc, on se rend compte qu'une éolienne terrestre émet en moyenne 12,7 grammes de CO2 par kilowattheure et l'éolien maritime un tout petit peu plus, 14,8 grammes de CO2 par kilowattheure. Est-ce qu'on peut comparer pour comprendre? Alors, c'est ça l'idée. Bah oui. Vous avez parfaitement raison. À titre de comparaison, selon le GIEC, le gaz fossile émet 490 grammes de CO2 par kilowattheure, donc beaucoup plus. Et puis le charbon, évidemment, 820 grammes. Là, c'est le drame absolu de CO2 par kilowattheure. Et les émissions de ces deux derniers éléments sont probablement sous-estimées à cause notamment des fuites de méthane. Donc c'est tout bénef au niveau du CO2. Il n'y a aucune comparaison, presque. Alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il n'y a pas d'obstacle à l'éolien marin, qui pourrait être une colline, quelque chose qui fait obstacle entre le vent et l'éolienne terrestre. Là, il n'y en a pas, donc la production est forcément bien meilleure. Eh oui. Est-ce que c'est recyclable également? Alors ça, c'est intéressant, parce qu'à part quelques petites parties de l'éolienne, elle est recyclable à 90%. Ce qui est pas mal, c'est comment? 90%, c'est très bien, c'est déjà quelque chose. On va pas chipoter, il y a des trucs qui sont recyclables à 0%. Donc 90%, c'est plutôt bien. Donc jusqu'à présent, Jean-François, c'est plutôt un bilan positif pour l'éolienne. Oui, absolument. Est-ce que vous connaissez les projets de parcs éoliens? Alors, oui, c'est annoncé par le gouvernement, très clairement. Fécamp en Seine-Maritime, Courceuil-sur-Mer dans le Calvados, Saint-Nazaire en Loire-Atlantique, ce que vient d'inaugurer le président, le Tréport en Seine-Maritime, Saint-Brieuc en Côte-d'Armor et Noirmoutier en Vendée. Et puis, il y aura la petite dernière, c'est Dunkerque dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc, tout ça, c'est un premier lot de parcs éoliens pour une puissance totale d'environ 3900 millions de watts. Ouh là là, ça fait beaucoup. Un petit mot peut-être des pêcheurs, les pêcheurs qui critiquent énormément les éoliennes. Ouais, mais bon, ça fait partie du jeu. On sait que la perturbation sera surtout au moment de l'installation à cause du percement du sol pour fixer les éoliennes. Mais après, c'est beaucoup moins gênant que par exemple un énorme bateau de pêche. Parce qu'un énorme bateau de pêche comme il se déplace, va encore davantage perturber les éléments marins, quand on voit une baleine ou les cétacés qui sont échoués sur la terre, c'est souvent à cause des énormes bateaux de pêche. Oui, en tout cas, c'est pas pour les éoliennes. C'est pas les éoliennes qui vont déranger aujourd'hui. Beaucoup. Alors, on va passer peut-être au deuxième sujet, l'obsolescence programmée. Dites en quelques mots ce que c'est. Je sais que moi, ça me rend dingue. Alors, l'obsolescence programmée, je suis une entreprise qui fabrique, par exemple, de l'électroménager. Je prévois de limiter la durée de vie de mon produit à 10 ans. Voilà. Donc, 10 ans après, ça tombe en rade. Oui, quand c'est pas 5 ou 4, absolument. Mais l'idée là, c'est que pour pouvoir vendre à nouveau une machine dans X années, je prévois le plantage de celle que je vends maintenant. Voilà, et on va surtout pas réparer. C'est devenu totalement illégal. C'est-à-dire que quand on constate qu'une entreprise fabrique des produits avec une obsolescence programmée, il y a des amendes énormes. Il faut boycotter les produits. Ces produits parce qu'au bout de 4-5 ans, vous avez des réparations qui coûtent plus cher que le prix d'achat. Donc évidemment, la personne de tout à fait logique préfère acheter une machine neuve parce qu'elle aura aussi sa garantie. Et qu'est-ce qu'on va faire de l'ancienne machine à laver? Ah bah oui, c'est ça le problème. Il va falloir la démanteler. Une partie n'est pas recyclable. Là, c'est beaucoup moins de choses vraiment recyclables, surtout des machines très anciennes où on ne prévoyait pas le recyclage. Il faut bien comprendre qu'une machine qui a 10 ans, il y a 10 ans, on ne prévoyait pas le recyclage. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Est-ce que légalement, on peut faire quelque chose? Oui. Parce que c'est déjà, commencer à acheter dans des lieux qui prévoient la réparation. Mais ça, c'est fondamental. Et donc, on s'aperçoit que l'association qui a le plus œuvré pour la lutte contre l'obsolescence programmée, notamment pour obtenir une loi de réparabilité, un indice de réparabilité entré en vigueur en 2021, c'est
HOP, hop, Ouais, c'est halte vrai. à l'obsolescence programmée. On les avait reçus il y a quelques Oui, années absolument. ici. Et donc, ils se réjouissent, c'est pas tous les Mais jours. c'est une petite association, elle est bien Elle est forte, faible. elle est bien Elle est forte. organisée, Ah elle a bon. des sections, Parce elle que- fait. Ah, mais elle a aussi un lobbying très efficace D'accord. pour pousser les entreprises à réparer leurs Parce appareils. que face aux mastodontes des entreprises Alors et des fabricants, oui, mais on a maintenant des revendeurs qui font un effort et ils saluent le HOP, ils saluent le groupe Fnac Darty qui a mis en place vraiment un système favorisant la réparation plutôt que le remplacement du produit. Et c'est un système somme toute assez efficace. En général, les réparateurs Fnac Darty sont agréés par les entreprises qui fournissent les produits. Oui. Donc les réparateurs sont en mesure de réparer une machine qu'on a achetée à la Fnac et chez Darty. Ils ont fusionné les deux de manière à ce qu'avec une assurance Darty, Ouais. on peut acheter des produits Fnac et, Ah oui. les faire réparer chez eux. Et rappelez-vous, dans les années 70 quand même, c'était la marque de fabrique de Darty, de la marque Darty. Oui, parce que absolument, le c'était SAV. Le SAV. Le SAV, Ouais, alors là, ouais. le SAV, il est très efficace. Ouais. Et donc, pour qu'une association en vienne à saluer un revendeur, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Et un lave-linge qu'on achetait dans les années 70, en général, il restait 10, 15 ans, peut-être même Ouais, plus. plus. Ah. Oui, parce que, bon, moi, je me souviens d'avoir gardé un téléviseur près de 30 ans quand même. Hein. Ah ouais. Donc, il y a des marques qui font attention. C'est un téléviseur On dit- qui a connu Léon Zitrone. Voilà, qui a connu Léon Zitrone et plus si Et Guilux. affinité. Et Guilux. Mais surtout, ce qui est intéressant dans cette histoire, Ouais. c'est qu'on va revenir à des pratiques anciennes de faire réparer le produit qui est cassé. Oui, ce qui est bon pour la planète. Un petit mot peut-être pour terminer pour les bouts de chou. Oui, si l'un de tes jouets ou l'un de tes appareils se casse, demande à papa ou maman de le réparer s'ils peuvent le faire tout seuls, et sinon le faire réparer. Et surtout, ne demande pas d'acheter un nouvel appareil si celui que tu as est réparable. Oui, on peut mettre du scotch, Tu hein. seras efficace aussi. Un peu de colle, il y a plein de produits. Hein. Ou des clous, mais fais attention, avec Attention, le marteau. ouais. Et surtout, tu fais réparer par papa ou maman. Hein. Tu fais pas des expériences sur tes doigts, ça ne sert à rien. Parce que là, on va dire que Jean-François Schtroumpf a donné de mauvais conseils dans les pieds Ouais, moi sur j'ai terre. bien dit papa ou maman ou bien un réparateur agréé, mais pas toi et pas les petits doigts. Merci infiniment, Jean-François. Bonne Et à la semaine. semaine À la semaine prochaine. prochaine.